Enregistrement. L'enregistrement est lancé. Bonjour tout le monde. Je sais pas, Arnaud, Christophe, Bonjour à tous. Ouais. je vous laisse la parole. Donc merci Bonjour. Fanny. Merci Fanny. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Donc c'est la première session de ce webinaire consacré à la présentation de l'appel à projet du PEPR. Donc nous sommes là trois pour le moment à discuter avec vous, plus les collègues de l'ANR qui sont là pour aussi répondre à vos questions si besoin. Moi je suis Arnaud Sergent, je suis copilote du PEPR avec Christophe Plomion. Nous sommes tous les deux de l'INRAE. Et donc Fanny Gasquel qui est la manageuse de programme du programme PEPR Forest. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion de nous voir ou de nous entendre à propos de ce PEPR. On va faire quelques rappels de contexte et puis on détaillera aussi donc les enjeux de cette AAP. Donc pour rappel, on a organisé trois sessions pour ce webinaire de présentation pour que le maximum de personnes puissent y assister et avoir les informations, que ce soit en France ou en Outre-mer. On a essayé d'adapter les créneaux pour que tout le monde euh, puisse à un moment donné nous rejoindre sur ces échanges. Bien évidemment, comme on fait d'habitude, hein, le replay sera disponible et vous aurez aussi le diaporama avec les informations qu'on va vous présenter ce matin. Toujours pour rappel, l'appel à projet unique, hein, on reviendra dessus, mais c'est le seul appel à projet du PEPR Forest qui suit l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a eu l'occasion de lancer l'année dernière, enfin dès l'année dernière, hein, avant l'été. Euh, Cet appel à projet a été ouvert le 22 octobre. Vous pouvez retrouver l'ensemble du texte de l'appel à projet et puis, comme vous en avez l'habitude, hein, tous les éléments, qu'ils soient les supports de la trame du document scientifique ou les documents administratifs et financiers, hein, pour plus de détails que vous retrouverez aussi sur ce site et qui sont nécessaires de déposer, qui seront nécessaires de déposer pour postuler à cette AAP. Cette AAP sera clos donc le 30 janvier. Alors attention, c'est à 11 heures. Souvent, on se dit que c'est minuit ou... Non, non, c'est bien 11 heures. Ça veut dire qu'il faut un petit peu anticiper et que c'est pas le soir du 30. On a déjà eu quelques collègues qui, sur l'AMI, ont été un petit peu... se sont fait surprendre par ces dates de dépôt à mi-journée, mais voilà, faites attention, enfin, l'heure de dépôt est bien à 11 heures. Donc pour ce webinaire, on vous invite à poser vos questions, de préférence sur le question-réponse, ce sera plus simple. Et puis on y répondra dans la deuxième partie du webinaire. On pourra aussi vous donner la parole si vous souhaitez, je dirais, détailler, approfondir un peu plus votre question, mais au moins laissez-nous un petit mot sur le question-réponse, ça nous permettra d'organiser la discussion après la présentation. Donc, c'est par les éléments de cadrage. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà connaissance de ce PEPR, mais pas forcément tout le monde. Donc, ce webinaire, il est aussi destiné, et le but de l'appel à projet est aussi de s'ouvrir le plus largement possible. Donc, on va redonner le contexte du PEPR Forest. C'est important de rappeler qu'il s'agit d'un appel à projet qui s'inscrit dans un grand programme avec son cadrage scientifique et comment il se positionne dans l'architecture globale. Donc on a eu l'occasion précédemment de parler des projets ciblés ou du déploiement plus général du PEPR. Donc on reviendra là-dessus, puis on ciblera ensuite sur l'appel à projet. On essaiera de vous donner le maximum d'informations. Que ce soit sur ce que l'on attend, sur les conditions aussi dont se fera l'évaluation d'une part et la sélection d'autre part des projets, pour que vous ayez l'ensemble, le maximum d'informations pour pouvoir vous positionner sur cet appel. Et puis, bon, on enchaînera avec une session de questions-réponses. Alors, le PEPR Forest en une diapo. Beaucoup d'entre vous ont déjà dû avoir l'occasion de la voir. Donc, on rappelle que le PEPR est un programme, hein, qui est financé par le plan d'investissement France 2030. Donc, dans le cadre de France 2030, l'INRAE on lui a confié la mission
de lancer un grand programme sur les forêts. Donc, nous le portons, Christophe et moi, pour l'INRAE, mais on est associé à beaucoup de collègues, hein, notamment en copilote avec le CIRAD et le CNRS, et on a associé aussi l'ensemble, les principaux, les grands instituts de recherche et de développement qui travaillent sur la forêt et le bois en France, dans le cadre d'une gouvernance assez élargie. Ces PEPR sont administrés, ces grands programmes sont administrés avec l'ANR, qui là est notre partenaire très proche, qui nous aide de manière très efficace pour administrer l'ensemble des appels à projets, pour aussi organiser la contractualisation par la suite. Donc, vous pouvez aussi compter sur l'ANR pour vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin par rapport à cet appel à projet. Le PEPR, donc, c'est 40 millions d'euros, c'est une grosse enveloppe sur 7 ans qui porte à la fois sur la résilience des socio-écosystèmes forestiers en contexte tempéré et tropicaux. Euh, les moyens dont dispose ce PEPR, ce sont 5 projets ciblés qui ont déjà été lancés. Euh, je vais vous évoquer ici rapidement, et un appel à projet qui est ouvert, compétitif, qui est celui que l'on vous présente aujourd'hui. Et pour cela, nous disposons aussi d'un ensemble de moyens pour administrer l'ensemble du PEPR. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire à travers ce PEPR Forest? Donc, bien sûr, il traite des forêts, mais on a souhaité, avec l'ensemble des partenaires scientifiques avec lesquels on a élaboré ce programme, on a souhaité mettre l'accent, essayer de répondre à deux grands enjeux majeurs. D'une part, les incertitudes qui pèsent sur le maintien et l'évolution des fonctionnalités écologiques et socio-économiques des forêts liées aux changements globaux, avec, on le voit, une urgence très forte, notamment par rapport au stockage du carbone forestier, mais aussi de manière générale sur le maintien, la vitalité de ces forêts et de l'ensemble des fonctionnalités et des services associés à ces forêts. Et d'autre part aussi, s'interroger sur les conditions dans lesquelles on peut aborder, réfléchir, analyser, mieux comprendre l'ensemble des tensions sociales, politiques et géopolitiques en lien avec l'usage de ces forêts et l'évolution de leur gestion, qui marque effectivement ces dernières années la place de la forêt de manière générale dans l'espace public et dans son interconnexion avec l'ensemble des enjeux sociétaux. Alors pour faire ça, on a essayé de décliner les moyens de ce programme autour de 4 grands objectifs. D'abord, on est avant tout là au service de la communauté scientifique nationale pour essayer de la fédérer, de la structurer et de la pérenniser sur cette thématique de la transition des socio-écosystèmes forestiers. Donc on a un enjeu, et ce type de webinaire sert aussi à ça, hein, des catalyseurs de cette communauté scientifique au service de laquelle on souhaite déployer ce PEPR. Qu'est-ce que l'on souhaite aussi à travers ce PEPR? Bah, c'est peut-être aussi développer des approches, des travaux scientifiques un petit peu différents, on va dire, avec un peu plus d'ambition avec un peu plus de difficulté, pouvoir adresser des approches peut-être un peu nouvelles, à travers essayer de soutenir des approches systémiques, de l'interdisciplinarité et la co-construction avec les parties prenantes. Donc, c'est des messages qu'on va essayer de faire passer. C'est pas une injonction, hein. C'est ce que l'on espère faire tendre la communauté au cours de ces 7 ans, d'améliorer nos pratiques dans ce sens-là, notamment parce qu'il existe aussi plein d'autres outils pour financer la recherche. Donc à travers ce programme, ce sont des ambitions qu'on s'est fixées. On souhaite aussi contribuer à renforcer les capacités de formation initiale et continue, notamment pour faire le pont entre la formation par et pour la recherche, comment est-ce que ça peut aussi contribuer à alimenter les métiers de demain, que ce soit les chercheurs, mais plus généralement les acteurs de la gestion de ces socio-écosystèmes forestiers. Et l'objectif est aussi de faire une science à impact, et donc de proposer, d'expérimenter des trajectoires innovantes de gestion adaptative, de restauration et de conservation des socio-écosystèmes forestiers, notamment en lien avec les parties prenantes, d'essayer d'améliorer notre capacité à agir et à proposer, si ce n'est des solutions toutes faites, au moins des pistes de solutions en travail étroit, en collaboration étroite avec l'ensemble des parties prenantes.
Donc, comment est-ce qu'on a essayé de cadrer un petit peu, puisque c'est un outil de programmation, le PEPR. Donc, on l'a programmé autour de quatre grands défis scientifiques que je vais présenter très très vite, et avec l'idée qu'on voulait promouvoir une approche socio-écosystémique de la recherche, comme je disais tout à l'heure. Le programme, il se structure autour de quatre grands défis scientifiques qui nous permettent de paver un petit peu, hein, le champ des enjeux scientifiques qu'on souhaite adresser dans le cadre de Forest. Un premier qui est sur la gouvernance, qui est centré sur les questions des sciences sociales, économiques, autour des enjeux forestiers. Donc, c'est de mieux comprendre effectivement quelles sont les dynamiques, hein, à la fois à l'échelle individuelle et plus collective de pilotage, de gestion, qui orientent les activités de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes des socio-écosystèmes forestiers. Un axe qui est sur la bioéconomie, sans aller nous ne sommes pas positionnés sur des recherches innovantes, sur des produits, sur des process liés à la transformation des matériaux. Par contre, il nous semble nécessaire d'intégrer dans les réflexions sur la forêt la continuité qui peut exister entre la gestion, la protection, la valorisation des forêts et les chaînes de valeur, l'ensemble des filières qui sont associées à la valorisation marchande et non marchande d'ailleurs, hein, de ces socio-écosystèmes forestiers. Donc cet axe bioéconomie, euh, il a vocation à assurer cette continuité entre la forêt et le reste des activités qui sont liées à la forêt. Troisième axe, pardon, qui est sur la résilience, donc qui a évidemment le cœur central, hein, en termes de thématique et autour de la question de la résilience des socio-écosystèmes forestiers, hein, qui est le thème. Donc là, c'est d'appréhender l'ensemble à la fois mieux comprendre l'ensemble des processus, des dynamiques évolutives qui sont associées aux forêts pour asseoir aussi des solutions de gestion adaptative, de mieux comprendre les risques auxquels sont exposées les forêts, les incertitudes que l'on va devoir adresser dans les années à venir. Et enfin, un quatrième axe qui est sur le monitoring, qui sont l'ensemble des outils qui nous permettent de mieux diagnostiquer, analyser l'ensemble des dynamiques auxquelles sont soumises les socio-écosystèmes forestiers, que ce soit les dynamiques liées à la biomasse, mais aussi à la biodiversité, à la santé des forêts, et donc qui permettent d'avoir ce suivi à grande échelle, souvent, de la dynamique des socio-écosystèmes forestiers. Alors, il repose donc sur 5 projets ciblés que vous retrouverez, hein, d'ailleurs on vous invite à consulter et à regarder attentivement dans l'annexe qui est associée à l'AAP, où on a essayé de dresser, je dirais, les principales fronts de sciences qui sont adressés dans ces projets ciblés. Donc, on ne souhaite évidemment pas faire doublon par rapport à ces projets ciblés, mais bien de s'inscrire en complémentarité ou en synergie avec ces projets ciblés. Donc, on a un projet ciblé qui est sur la régénération et l'adaptation des forêts. Un deuxième projet ciblé qui est sur les multirisques. Un troisième projet ciblé qui est sur le monitoring. Et un quatrième et deux autres projets ciblés qui sont sur euh, qui ont vocation transversale autour de la constitution d'un hub de prospective pour comprendre les conditions de la mise en œuvre de la transition des socio-écosystèmes, et un autre qui est sur les data, donc l'ensemble des infrastructures numériques. On aura l'occasion un petit peu de revenir dessus. Ça peut être aussi c'est un élément à envisager dans le cadre de vos projets, de pouvoir s'appuyer et être en synergie avec ce qui va être fait dans ce projet sur les données numériques, pour essayer toujours pareil de contribuer au dynamisme et à la synergie au sein de la communauté scientifique. On reviendra dessus aussi, mais il y a des outils qui seront associés à vos projets dans le cadre de la gouvernance du dispositif. Donc, on a notamment des moyens pour l'animation, hein. Donc, on fait par exemple un séminaire annuel, hein. Donc ce sera l'occasion pour vous aussi de faire communauté, de rencontrer d'autres gens de la communauté scientifique dans le cadre de vos projets, et puis de communiquer sur vos travaux. On a des outils de prématuration, donc qui pourraient aider, encourager
à l'innovation dans le cadre de vos projets de recherche. Donc ça peut être aussi des compléments que vous pouvez envisager. On aura des éléments de communication pour vous aider à communiquer aussi sur vos projets. Et puis des appels à projets aussi pour la mobilité, donc qui peuvent être entrantes ou sortantes, donc qui peuvent être aussi des éléments complémentaires, notamment pour privilégier l'inscription internationale de vos projets. Et puis ce que l'on attend et ce qu'on est en train de définir, c'est cette grappe de projets qu'on va détailler, dont on va détailler nos ambitions dans la suite de ce webinaire. Et je vais reprendre la suite sur la grappe de projet. Bon, désolé pour toute l'iconographie, j'étais inspiré, j'étais à un salon du vin ce week-end et voilà, je suis arrivé à ça. Alors, l'appel à projet. Donc on va l'aborder à partir de maintenant. Donc il s'agit d'un appel à projet ouvert qui est administré par l'ANR, il faut le rappeler. Et il est compétitif avec une phase d'évaluation et une phase de sélection qui va financer des projets donc de 800 kg € à 1,2 million. On peut quand même rappeler que les frais de gestion sont compris dans ces montants pendant une durée de 4 ans. Alors, ces projets devront être construits autour d'au moins 3 laboratoires, d'au moins 2 établissements qui sont éligibles au financement du PEPR. Et ils pourront, bien sûr, mobiliser d'autres partenaires qui sont non éligibles au financement. Donc, on parle des parties prenantes, des porteurs d'enjeux, et puis des partenaires académiques à l'international. Euh, Bon, les thèmes de recherche retenus, ils tiennent compte évidemment du taux de couverture des 4 défis scientifiques que vous a présenté Arnaud, couverture par les projets ciblés, et puis donc du coup des priorités du document de cadrage qui sont déjà couvertes par les projets ciblés. Donc vous avez pu prendre connaissance de l'ensemble de ces priorités dans le texte de l'appel à projet. Ça n'a pas vraiment beaucoup bougé par rapport au texte de l'appel à manifestation d'intérêt. Bon, il y a eu quand même quelques modifications dont on pourra revenir si vous voulez dessus dans la partie questions-réponses du webinaire. Je ne vais pas m'étendre sur cette diapo. Vous avez un peu une analyse, bon, un peu au doigt mouillé, mais qui représente bien en fait la couverture là à droite par cette représentation des curseurs des défis par les projets ciblés. Donc on a vraiment un défi qui est très très bien couvert par le projet ciblé Monitor, le défi sur la surveillance des forêts. Celui sur la résilience, pas mal également, alors que les 2 autres, gouvernance et bioéconomie, le sont beaucoup moins. Alors, quelles sont les attentes? Alors, vis-à-vis de l'appel à projet, or c'est somme toute assez classique, vous avez l'habitude, le critère déterminant, ça va rester la qualité scientifique qui va être évaluée par un jury international. Nous, on considère que le volant disponible, donc financier, il va permettre en tout cas des projets ambitieux qui rassemblent une large communauté scientifique autour d'un sujet donné. Bon, il peut s'agir d'une question de recherche très focalisée sur un défi particulier, d'une seule priorité, jusqu'à des questions de recherche qui vont intégrer plusieurs priorités de plusieurs défis. Donc on est entre ces 2 bornes, en fait, voilà. Alors, modulo une bonne évaluation scientifique, notre intention est de couvrir ces 4 défis scientifiques pour rester finalement fidèle à l'approche socio-écosystémique du PEPR qu'on soutient. Et donc, voilà, donc on souhaite soutenir des projets finalement qui vont aborder une problématique de recherche, on va dire, par des disciplines différentes, si possible, quoi. Mais bon, c'est pas exclu aussi qu'une problématique de recherche soit abordée de façon monodisciplinaire. Bon, ça, c'est un peu les attentes. Alors, on a insisté dans le texte sur le fait que les projets ils devront démontrer comment ils se situent vis-à-vis des projets ciblés, donc soit en complémentarité, soit vraiment en synergie.
Bon, ça concerne à la fois des questions de recherche, mais aussi les infrastructures de recherche qui rendent les projets faisables. Alors, les infrastructures qui soient in silico, on en a parlé avec le projet ciblé Numdata, des infrastructures aussi in-lab, hein, des capacités analytiques et des infrastructures de recherche in situ, y compris des réseaux de Living Lab qui seront organisés au sein du PC Forest Hub. Donc nous, on vous invite à vraiment dialoguer avec les porteurs de ces projets ciblés, hein, pour vous assurer de cette complémentarité ou synergie et de la bonne utilisation des infrastructures donc, qui vont soutenir dans les projets ciblés. Alors là, on vous laissera plus de temps pour prendre connaissance des terrains à travers le diaporama. On ne va pas les détailler là, hein. C'est les terrains forestiers finalement qu'a commencé à synthétiser Paul Brestow du projet ciblé Forest Hub. Donc ici, il y en a un certain nombre qui concernent les Living Labs et puis d'autres terrains type ANAE. Vous avez ici une liste plutôt de réseaux de recherche. Et aussi les terrains, évidemment, hors métropole. Donc, ils sont nombreux, hors métropole, donc aussi bien dans les DROM qu'à l'étranger. Alors, on a aussi insisté dans l'appel à projet sur le lien qui nous semble important de tisser avec les porteurs d'enjeux, pour favoriser finalement ce continuum entre la recherche, le développement et l'innovation, voire la formation. Et vous savez certainement qu'au sein de la gouvernance du PEPR, on dispose d'un comité de parties prenantes relativement large, sinon pléthorique, avec 26 membres. Donc voilà, avec des acteurs de l'ingénierie, de la RDI, des opérateurs de l'État, de l'interprofession, des entreprises, des établissements publics, acteurs de la gestion, d'autres acteurs privés de la gestion, des syndicats, des propriétaires, des organismes de certification, j'en passe et des meilleurs. Bref, tout un comité de parties prenantes. Et nous, on vous invite à vraiment, si vous souhaitez les associer à vos projets, à vous rapprocher des deux vice-présidents du comité de parties prenantes, donc qui sont Loïc Cotten, qui est représentant de l'Union des coopératives forestières, et Julien Chénel de la Fédération des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux. Donc voilà, vous avez, on peut vous fournir leurs coordonnées ou vous pouvez les identifier facilement à partir du site web du PEPR. Alors, enfin, on va considérer dans notre stratégie, il faut considérer, je crois que dans la stratégie d'articulation, à rechercher ces articulations avec les parties prenantes dans le cadre de l'appel à projet prématuration qu'on a cité. Donc, on a non seulement à disposition un large panel de parties prenantes, mais aussi un outil qui permettra de favoriser ces interactions avec l'aval de la filière. Voilà, et on termine ici les attentes de l'appel à projet avec les collaborations avec la sphère académique au plan international, donc pour traiter finalement des questions de recherche qui se limitent guère à nos frontières. Alors c'est une évidence pour les projets qui concernent les milieux tropicaux, mais bon, autant dire que c'est quand même une forte attente d'essayer de mobiliser avec là aussi une articulation possible avec l'appel à projet qui va venir incessamment sous peu, hein. Le premier volet va être lancé en mars 2025, qui concerne les mobilités internationales entrantes et sortantes, qui vont favoriser aussi ces collaborations scientifiques. Alors, quelques mots sur les processus d'évaluation. Le processus d'évaluation, donc, qui répondent à pas mal de questions déjà qu'on a reçues. Donc, l'évaluation scientifique, elle est prise en charge par un comité international
Donc, on va dire que pour cette évaluation, c'est l'excellence, en fait, l'excellence scientifique, hein, qui est un des premiers critères d'évaluation, excellence académique et ambition scientifique. Donc, les projets vont être notés par ce comité international. Donc, vous avez l'habitude, hein, ABC, et en fonction de ces trois critères là qui sont remis sur le côté, excellence scientifique, qualité du consortium et impact et retombées du projet. À l'issue, ils vont fournir une liste des projets recommandés pour financement. Donc, ils vont la fournir aux deux directeurs donc, du programme, Arnaud et moi-même, avec un avis aussi sur le niveau de financement sollicité par les porteurs de projets. Et ils vont fournir aussi une liste de projets non recommandés pour le financement qui sont insuffisamment notés sur au moins un des trois critères. Bon, vous voyez, on est en train de réfléchir à des poids donnés à ces trois critères, hein, alors, évidemment, l'excellence scientifique prime avant tout. Oui, j'ai oublié de dire ils pourront aussi, il pourrait y avoir un recours possible à des experts externes, hein, au comité. Donc, le comité est formé par l'ANR. Donc, nous ne sommes pas impliqués dans ce processus et nous connaîtrons les membres du jury pratiquement en même temps que vous. Et le jury pourra aussi avoir recours à des auditions des porteurs de projets. Alors ça, c'était la partie évaluation. Et donc là, donc on rentre dans la partie sélection. Donc, vous savez qu'on dispose d'une enveloppe de 12 millions, donc on peut cibler entre 10 et 15 projets finançables. On ne sait pas le taux de réussite, hein, il va dépendre évidemment du nombre de projets déposés. Euh, donc, on va devoir faire une sélection à l'issue de cette phase d'évaluation. Donc, on sera appuyé pour cela, Arnaud et moi-même, par le comité exécutif du PEPR et le conseil scientifique. Donc, les principaux critères, hein, pour être clair, bon, mais c'est avant tout la couverture des défis du PEPR, les 4 défis du PEPR, tout ce qui concerne la complémentarité et les synergies entre les projets, donc entre les projets qui vont être soumis et puis y compris les projets ciblés. Et la structuration, le renforcement de comités scientifiques autour d'une question de recherche. Et si possible, y compris en prenant en compte sa dimension internationale et enfin l'implication de parties prenantes dans le programme. Une fois cette sélection effectuée, elle sera remise au secrétariat donc, pour l'innovation, général pour l'innovation, qui va prendre sa décision. C'est le Premier ministre qui décide in fine, avant d'engager la contractualisation entre les établissements coordinateurs des projets et l'ANR. Et on aura alors la connaissance de la composition du comité d'évaluation. Pour la sélection. Donc là, ce qui m'amène au calendrier suivant, hein, on l'a dit, 22 octobre, donc l'appel à projet est ouvert depuis une dizaine de jours, une vingtaine de jours, et il va nous mener jusqu'au 30 janvier avec cette phase d'évaluation par le jury international qui va s'étendre de février à avril 2025. Une interaction entre les porteurs du PEPR, donc les directeurs du PEPR, et le jury au printemps. Une proposition qui sera faite au SGPI en mai 2025. Bon, c'est un calendrier prévisionnel, hein, et on espère une liste de projets sélectionnés et en cours de contractualisation pendant l'été. Pour les commencer en septembre. Vous disposez, pour poser vos questions, évidemment, à tout moment, des contacts de l'ANR, au niveau de l'ANR et du PEPR Forest, donc n'hésitez pas. Et sur ce, on vous invite à échanger avec nous
Voilà, il y a des questions qui ont commencé à être posées. Donc, on peut passer une heure, facilement 1 heure et demie à dialoguer. Alors, du coup, pendant que j'ai parlé, j'ai pas regardé les questions. Fanny et Arnaud. Il y a une question de Julien Blanco sur les autres appels à projets qui seront lancés. Donc effectivement, on ouvrira un appel à projets sur les questions de prématuration d'ici fin 2025. Voilà, on va travailler au cours de l'année à définir la stratégie en termes d'approche pour la prématuration par rapport aux initiatives existantes, voilà, de bien s'articuler. Et donc, cette stratégie sera définie au cours de l'année en visant donc une ouverture sur un budget de 500 000 euros qui sera dédié à la prématuration. Et puis, par rapport à l'appel à projet mobilité, donc on va ouvrir au printemps, en mars ou avril, le premier appel à mobilité internationale et ultramarine pour soutenir donc des mobilités entrantes ou sortantes au niveau international ou avec les Outre-mer. Et donc, ce sera un appel à projet qui sera annuel tous les ans et qui sera ouvert donc au printemps pour des mobilités au cours de l'année scolaire qui suit. Euh, il y a une question donc, que je pense que tu y as répondu en partie, enfin deux questions auxquelles tu as répondu pendant le webinaire, qui est celle de d'abord effectivement de comment est-ce qu'on a ajusté AMI et AAP. Tu l'as dit, mais je le redis, on a ajusté effectivement très à la marge parce que globalement on n'a pas eu une grande quantité, enfin on n'a pas eu de propositions beaucoup en périphérie, donc on a fait des petits ajustements pour tenir compte de ce qui a été proposé, mais effectivement globalement la MI et la AP sont très proches. C'était aussi ce à quoi on s'était engagé de toute façon pour faire en sorte qu'effectivement la MI prépare bien à la AP. Autre question qui était sur la procédure effectivement de ce qu'était la sélection par rapport à l'évaluation. Donc ça aussi tu l'as bien expliqué. Effectivement, il y a une phase de sélection qui nous revient, et comme vous avez vu, les critères sont différents entre l'évaluation et la sélection. Nous, la phase de sélection ne porte pas sur la qualité scientifique, ça c'est l'ANR qui l'a jugé. Donc à qualité scientifique égale, on nous demande, nous, au PEPR, éventuellement, ça dépend des configurations qu'il y aura sur les projets, mais de faire une proposition de liste de projets. Et là, sur la base de enfin, en fait, ce qui nous est demandé en termes de programmation scientifique dans le cadre du PEPR. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé, on essaye aussi de rendre le plus lisible possible les critères sur la base desquels on va faire à la fois l'évaluation et cette sélection, pour que vous sachiez bien effectivement quelle est la procédure dans son détail. Euh, Question alors, pour Cassandra sur ouais. les lettres de soutien. Cassandra, si tu veux répondre. Alors, les lettres de soutien, dans tous les cas, elles ne seront pas prises en compte dans le processus d'évaluation. On n'a pas prévu d'annexe pour l'instant pour les lettres de soutien. Donc, donc les lettres de soutien, la plupart du temps, l'ANR ne les prend pas en compte. On les enlève du dossier ou voilà, on coupe le document quand il y a des annexes qui ne sont pas demandées dans le document scientifique. Donc les lettres de soutien, elles ne seront pas prises en compte. Voilà. Donc, à voir avec vous ce que vous en pensez aussi, mais c'est vrai que nous, de côté ANR, on ne prend pas en charge ces lettres de soutien. D'accord. Ouais, dans le narratif, de toute façon, du partenariat, pour répondre à Carole, donc il peut être indiqué effectivement des partenaires avec lesquels on a déjà pris contact, ou on est dans une démarche avancée quoi, de partenariat. Donc le jury fait confiance au narratif qui sera écrit par les chercheurs. On n'a pas besoin de lettres spécifiques. Une question sur les coûts Oui, par Oliver. Donc, est-ce Oliver, ouais. que euh, donc fonctionnement, salaire, investissement, donc équipement, déplacement, qu'est-ce qui est éligible finalement un peu tout quoi, hein.
Après, tout dépend évidemment du type d'établissement. Dans tous les cas, pour tout ce qui est les questions sur les financements, l'éligibilité au financement, etc., notamment si vous avez des cas précis en tête, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Nous, de notre côté, on est chargé de projet sélection. On a pas mal de réponses, mais on a aussi un service uniquement dédié à ce côté financement. Et donc, pour pouvoir vous donner des réponses plus précises, on peut directement par mail voir avec ce service, discuter pour pouvoir vous donner une réponse précise relative au financement. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. De manière générale et pour tout le monde, hein, donc effectivement, les coûts qu'on a énumérés que mentionne Oliver, je vais dire pour la plupart des établissements de recherche, sont pris en charge à 100%. Donc les frais que ce soit des frais de personnel non permanents, hein, non permanents, les frais de fonctionnement classiques de mission, c'est après sur les coûts d'investissement où j'imagine effectivement, Cassandra, que s'il y a des choses un petit peu plus précises, il est nécessaire de Oui. regarder de plus près, mais globalement, les coûts d'investissement pour des dispositifs de recherche inclus dans le cadre des travaux de recherche sont aussi couverts dans le cadre du PEPR. Donc, pour répondre à une des questions, il n'y a pas de demande de cofinancement spécifique. C'est un projet financé à 100%. Voilà. Avec, n'oubliez pas effectivement aussi les 20% de frais de gestion que Oui. mentionnait Christophe dans l'enveloppe globale. Juste pour compléter, le règlement financier des PEPR est disponible en ligne. Si vous tapez règlement financier PEPR, ça donne déjà voilà, la liste des choses qui sont finançables. Après, voilà, c'est pas très précis. Donc, si vous avez des demandes un peu plus précises, vous pouvez contacter l'ANR. Voilà. Peut-être Cassandra expliquer là pour les EPIC un peu la règle pour les salaires. Oui, alors, donc, pour tout ce qui est, en général, je vais tout reprendre. Donc, pour les fonctionnaires permanents, seul le salaire du responsable scientifique peut être pris en charge à hauteur de 40% maximal de l'aide demandée. Voilà. Pour tout ce qui est autres fonctionnaires permanents impliqués dans le projet, hors responsable scientifique déjà, ceux-là, ils ne pourront pas être éligibles à financement. Ensuite, pour tout ce qui est salaire non permanent ou permanent mais non fonctionnaire, dans tous les cas, ils sont éligibles au financement. Donc, tout ce qui est euh, si vous avez des partenaires dans des instituts éligibles, dans des associations, après à catégoriser, hein, les associations et les instituts, je rappelle, qui doivent être catégorisés par l'ANR. Donc si vous êtes un institut technique, une association, une fédération, vous devez déjà demander à l'ANR si vous êtes bien éligible au financement pour qu'on puisse voir si au niveau de vos personnels, euh, on peut prendre en charge une partie de leur salaire. Que dire de plus? Je regarde, je voulais vérifier avant tout une chose sur la page web. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur la page web de l'appel à projet du PEPR Forest, on a mis en ligne le document administratif et financier. Dedans, il y a la notice de ce qui est à renseigner dans chacune des catégories. Hors taxe, pour répondre à une question que j'ai vue, les coûts sont hors taxe. Euh, et vous avez également un petit morceau du règlement financier qui a été mis notamment au niveau de la catégorie personnelle dans la notice. Donc dedans, vous aurez toutes les précisions nécessaires par rapport au financement de vos personnels. Pour certains types d'établissements, par exemple les ESPIC, EPIC, etc., en fait, dans l'annexe financière, vous avez, je vais essayer de la télécharger vous avez à renseigner le type de partenaire auquel vous appartenez. Donc dedans, il y a toutes les catégories. Donc on a
les EPIC, les EPST, les EPSCP, Fondation de recherche, etc. Et en fait, en fonction, vous allez avoir des cases qui vont se griser plus ou moins, et pour vous indiquer quelles sont les dépenses qui sont éligibles pour vous ou pas. Dans tous les cas, même si pour vous, dans le document, ça ne vous paraît pas clair, que dans le règlement financier, ça n'est pas clair, je le répète, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous, on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible et le plus précisément possible pour vous faciliter la tâche pour remplir ce document administratif et financier et pour vous aider à monter vos projets. Voilà. Ouais, donc ça répond aussi à une question d'Andreas, la dernière là. Effectivement, les coûts des Oui, statutaires des EPIC, ils peuvent être demandés à 100% dans le projet, quoi. oui. Donc c'est la règle. Donc après, évidemment, on peut le voir comme une contrainte ou un avantage, ça dépend de quel côté on se positionne, mais il faut en tenir compte dans le montage du budget. Ouais. Je regarde dans les questions si j'ai pas oublié, au niveau des questions financières, si j'ai pas oublié de répondre à quelque chose. Il y avait là une question de Alors, Julien Blanco. Sur le ouais, portage, le portage aussi alors, de projet. Oui. ah oui, il y a le portage du projet. Est-ce qu'un chercheur postdoctoral peut concevoir son propre projet et Oui. poser sa candidature? Est-ce réservé aux chercheurs permanents? J'ai bien peur que ce soit réservé aux chercheurs permanents. Effectivement, il est attendu que les porteurs puissent être associés à un établissement en tant que chercheurs permanents et sur la durée du projet, effectivement. Donc, c'est réservé effectivement aux chercheurs permanents, le portage. Par contre, un postdoctorat peut être renouvelé dans le cadre, effectivement, du financement PEPR, mais évidemment, effectivement, c'est porté par un chercheur permanent. Alors pour les parties prenantes, il n'y a pas de critères de sélection, puisque effectivement, ce qu'on a nous qualifié de partie prenante, alors il y a un statut un petit peu particulier, vous l'avez vu, hein, et pour nous c'est un atout, hein, et qu'il faut essayer de valoriser sur l'éligibilité de l'ONF, du CNPF ou de l'hygiène. Mais sinon, de manière générale, les parties prenantes ne sont pas éligibles au financement. Donc effectivement, ça nécessite d'ajuster ce qu'on peut leur demander. Effectivement, leur participation sera ajustée aux moyens qu'on peut leur attribuer. En revanche, il est possible, effectivement, comme le mentionne quelqu'un, Julien, qu'il y ait des prestations potentiellement, mais sachez que donc la règle pour les prestations est la règle des marchés publics, hein. Donc on vous y invite, c'est la même pour tout le monde, enfin pour l'ensemble des établissements publics. Avec des paliers de contraintes d'appel à concurrence en fonction des montants. Mais il y a quand même une capacité non négligeable, hein, à avoir recours effectivement à la prestation. Mais on vous rappelle qu'une prestation n'a pas de sens, elle ne doit pas être fléchée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indiquer qu'une prestation sera faite de manière ciblée sur un prestataire donné, puisque l'idée c'est qu'on fasse des appels à concurrence en fonction des règles des marchés publics. Donc vous pouvez identifier des budgets de prestations, ça il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de limite, enfin je veux dire, Cassandra tu m'arrêtes, mais il n'y a pas... Si la moitié du projet est une prestation, évidemment, mais je ne sais pas s'il y a un Il n'y a, montant... il y a pas de limite, en effet. Il faut simplement que ce soit cohérent avec le déroulement du Voilà, projet. Voilà. oui, Mais il n'y a pas de si. limite. Surtout que le prestataire ne peut pas apparaître comme un partenaire. Non. Donc, puisqu'il est soumis à un marché public, Hmm. c'est bon. Des fois, on a une idée d'un partenaire qu'on voudrait engager finalement, ben, c'est un peu logique, quoi, avec des moyens financiers. Euh, euh, voilà, donc peut pas flécher une prestation sur un partenaire, un porteur d'enjeu du projet. Hmm, hmm. Euh, Il y a une question de Guillaume Salzé sur l'éligibilité des décharges d'enseignement. Il me semble que ce n'est valable que pour le porteur, éventuellement, Oui, et c'est au dans lieu la limite, d'une... Ouais. oui, c'est dans la limite annuelle de 50 000 euros. C'est uniquement valable en effet pour le porteur du projet s'il est enseignant-chercheur ou qu'il a des charges d'enseignement. Donc voilà, 50 000 euros annuels. C'est la limite, donc on rappelle, hein, que ces Oui. PEPR tolèrent, un peu à l'image d'un projet européen, on va dire, mais tolèrent l'éligibilité des coûts de personnel permanent uniquement pour ceux qui sont en responsabilité du pilotage
donc ça veut dire le porteur du projet. Et pour ceux qui sont effectivement qui ont des charges d'enseignement, cette prise en charge des coûts permanents, c'est en fait c'est les décharges d'enseignement qui sont prises en considération. C'est ça, hein, Cassandra? Oui. Je vois une question sur... Enfin, je vois plusieurs Non. questions. Ouais. Euh, pour les lettres d'engagement, en fait, elles sont directement en bas de l'onglet partenaire du document administratif et financier. Donc, il n'y aura pas de lettre d'engagement à faire en plus. Elles seront déposées bah, tout simplement quand vous déposerez votre document administratif et financier. Donc, vous verrez en bas de chaque onglet, il y a cette partie-là qui est bien présente. Et c'est pour ça qu'on vous demande, au moment du dépôt, que chaque partenaire signe son propre onglet pour tout simplement valider cette partie engagement avec la partie budget. Je vois également une question pour participer à l'APE en tant que chercheur dans une entreprise privée. Euh, Je Non. vois Arnaud qui fait non. Les entreprises ne sont pas éligibles au financement par l'ANR. Donc, il y a possibilité de participer en tant que partenaire. Une entreprise peut être partenaire, mais n'aura pas droit à un financement de la part de l'ANR. Voilà, ce sera uniquement de l'apport. Euh, pour les questions financières, Fanny, je sais pas si tu vois J'en ai pas d'autres questions, mais j'ai l'impression que... Et c'était par rapport au portage aussi de plusieurs projets, non? Vous y avez Ah répondu, oui, je pense. j'ai Comme Oui. je suis arrivée Non. en cours de route. Alors, vous pouvez tout à fait déposer un projet pour le PEPR Forêt si vous avez bénéficié d'un autre type de financement de l'ANR, je pense notamment à l'APG. Seuls les projets qui auraient déjà bénéficié d'un financement au sein du PEPR auraient été bloqués, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, hormis projet ciblé, les autres types de projets euh, pourront bénéficier de financement. Il faut juste pas avoir bénéficié d'un financement au sein du même PEPR, donc ici le PEPR Forest. Et attention à vos pourcentages de participation pour chacun de vos projets. C'est-à-dire, effectivement, si c'est plusieurs Ouais. projets financés par l'ANR, on va être vigilant sur ce point-là, parce que si vous êtes à 100% sur chacun des projets, ça va pas. Faut être cohérent. On peut Oui, être porteur d'un projet de l'appel à projet du PEPR et un porteur d'un appel à projet générique. Oui, Générique, Mm. oui. tout à fait. Pour François, sur effectivement l'idée de dissimuler une forme de partenariat d'un partenaire étranger sous une prestation, c'est pas gagné. Alors déjà, l'éligibilité des prestations sur des prestations à l'étranger, il faut justifier qu'effectivement, bah, on fait appel à ce prestataire si vous faites un terrain à l'étranger. Mais c'est vraiment l'idée d'une prestation. Tu m'arrêteras, Cassandra, mais je pense que il y a l'idée effectivement de ne pas masquer un partenaire académique étranger derrière une forme de prestation. Ça marchera pas trop, Oui. je pense. Non, Hein? ça marchera Bon. pas. François l'avait plus ou moins compris dans sa question, mais il avait besoin d'une confirmation. Donc, Marc. Alors, est-ce que le pourcentage de couverture des défis sur les PC reflète les attentes besoins en creux des thèmes de recherche qui seraient retenus? Ah, alors, oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça ne va pas entrer en ligne de compte au moment de l'évaluation. Donc, la qualité des projets ne sera pas jugée par rapport effectivement à notre outil vous a présenté avec Christophe je dirais, de priorisation de nos priorités. Euh, Par contre, ce sera effectivement, comme vous l'avez bien compris, si besoin, un élément pour nous de sélection, de critères de sélection. C'est-à-dire que si on va le faire je vais le faire de manière très simple. Si on se retrouve dans la configuration où on doit choisir entre un projet à un niveau scientifique jugé par l'ANR, par le jury égal. Si effectivement, nous, à un moment donné, on nous dit, bah, il y en a trop de projets, et puis bah, il y en a zéro en bioéconomie, et puis là, vous avez un choix entre un en résilience, si je les mets, je caricature, mais dans ces catégories-là, bah, effectivement, nous, dans la sélection, on va certainement privilégier l'équilibre de notre programmation, puisqu'on a un enjeu pour couvrir l'ensemble de la programmation. Mais encore une fois, ça n'entre pas en ligne de compte dans la phase d'évaluation.
que ce soit bien clair. La phase d'évaluation n'est pas jugée là-dessus, elle est jugée sur la qualité scientifique. Nous, notre mission à nous n'est plus de juger de la qualité scientifique entre les projets, voilà, elle est de dire comment est-ce qu'on couvre notre programmation de Forest. Et c'est pour ça qu'on a énoncé effectivement ces critères-là et qu'on a essayé aussi pour nous et pour une lisibilité de vous expliciter quels sont nos enjeux. Donc ça en fait partie effectivement cet équilibre entre les défis, mais encore une fois, ce qui est difficile aussi pour nous, c'est qu'on ne sait pas dans quelle configuration de sélection on sera. Ça se trouve, on n'aura pas de sélection à faire d'ailleurs, hein. Peut-être que l'évaluation de l'ANR va nous faire une proposition qui nous satisfera pleinement, et tant mieux. Et c'est d'ailleurs, à la limite, c'est ce qu'on souhaite le plus peut-être. Mais on verra. Donc on peut pas, on peut difficilement effectivement savoir. On essaie juste dans l'incertitude là, de vous donner les bases sur lesquelles on peut être amené, effectivement, nous, à sélectionner. Mais effectivement, et on explicitera après, hein, de toute façon, hein, on justifiera, la sélection sera justifiée auprès des porteurs de projets, évidemment, où il y aura effectivement l'évaluation par l'ANR et puis par le jury, puis la sélection qu'aura fait le PEPR en essayant d'expliquer au mieux pourquoi ce choix. Il y Donc a une ça, on a question dans le répondu. chat là qui demande une précision sur la décharge d'enseignement. Ah oui. Comment est-ce qu'on arrive à 50 kg, Cassandra? Alors, je n'ai pas le calcul. Je n'ai pas du tout le calcul. Il faudra que je demande à notre service de contractualisation, comptabilité, comment ils sont arrivés à ces 50K. Ce que j'ai regardé du coup dans le document administratif et financier, c'est qu'il y a uniquement le coût total à indiquer. Je me suis demandé s'il y avait le coût personne par mois. En fait, il y a uniquement le coût total à indiquer. Ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est de vous rapprocher des gestionnaires de vos établissements. Qui, eux, ont aussi ces données à disposition et qui pourront vous aider, même en globalité, à remplir vos documents administratifs et financiers. Il m'arrive régulièrement d'avoir des mails de gestionnaires plutôt que de déposants qui aident les déposants à remplir leurs documents et qui viennent me poser des questions pour les données qu'ils n'ont pas à disposition. Mais ils en ont déjà un petit peu plus que nous sur certains aspects. Voilà, ils sont plus au courant de certaines choses, notamment de vos coûts horaires, puisque nous, Ça- on ne les a pas. C'est ça, ça dépend de votre grade et de votre corps. Donc, pour vous Mm, mm, remplacer, c'est différent. Donc là, c'est un montant maximum, on va dire, mais le nombre d'heures d'enseignement, mais ça dépend de votre coût, quoi, mm, mm. au niveau salarial, quoi. Donc, Donc, rapprochez-vous de vos mm, établissements, n'hésitez pas, vos gestionnaires pourront répondre à vos questions. Et c'est la même réponse du coup, s'il y a une question demandant sur les coûts du personnel sont affichés dans le lieu d'établissement prévu ou est-ce un indice national, c'est effectivement selon l'établissement. C'est les Oui, gestionnaires qui ont les coûts des voilà. personnels, selon des grilles définies. Et dans certains établissements, ce sont des grilles qui peuvent anticiper des évolutions sur les prochaines années. Enfin voilà, donc à voir avec les gestionnaires. Mm, tout à fait. Sur l'appel à mobilité, oui, alors il y a trois volets sur l'appel à mobilité, a priori. Un volet qui est un volet mobilité entrante, donc effectivement, où sont éligibles. Alors, on ne finance pas une université, attention, on va financer une personne qui va être en mobilité. Notre appel à projet mobilité va financer des personnes en mobilité. Donc, c'est des prises en charge d'indemnités journalières, ou mensuelles d'ailleurs, et d'un billet d'avion. Donc, c'est à ça que peut servir la mobilité sur une période compatible avec un échange vraiment de travail. On détaillera tout cela bientôt, mais c'est bien. Donc, effectivement, ça peut être une personne positionnée dans un institut de recherche à l'étranger qui peut venir à l'occasion de ces mobilités. Inversement, un personnel d'un établissement de recherche national qui souhaite partir à l'étranger. Et il y aura aussi la possibilité en Outre-mer d'avoir des échanges aussi avec les pays d'Outre-mer. On est en train de préparer ça. Voilà pour la mobilité, enfin pour l'autre appel mobilité qui concerne du coup pas cette AAP, hein. On est bien d'accord, hein, l'appel mobilité est un outil complémentaire. Ce n'est pas, la mobilité ne sera pas financée dans l'AAP qu'on
dont on parle là. Ce sera un deuxième AAP. Oui, Mais donc vous pour verrez, répondre à la deuxième partie de la question d'Oriane, effectivement, comment intégrer cet autre appel dans notre projet? Ben, en indiquant quoi, que tel partenaire ciblé à l'étranger pourra ou fera l'objet d'une réponse à l'appel à projet dédié sur la mobilité entrante. Voilà, ça peut être fait comme ça, hein. et Euh, ça pourra concerner des étudiants, oui, hmm. évidemment. Oui, 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 il y aura une emphase effectivement sur les plus jeunes chercheurs en mobilité entrante et en mobilité sortante aussi. Ce sera un appel beaucoup moins lourd que celui qu'on présente ici, hein. Ce sera, on va essayer de le faire le plus léger possible, avec une réactivité assez forte et un financement à 100% de ces mobilités. Donc pour vraiment que ce soit un outil, je dirais, efficace et voilà, vous pouvez compter dessus. Mais encore une fois, c'est en complément de cette AAP-là, recherche que l'on propose. Et Fanny, cet appel à projet mobilité sera géré sur quoi par année et sur 4 ou 5 ans? Oui, sur 5 ans. Sur Annuel, 5 ans. sur 5 ans. Voilà. Des organismes membres du COPIL sont autorisés à privilégier dans ce consortium. Il n'y a pas de règles aujourd'hui. Les seules règles d'exclusion dans cette AAP sont bah, nous, puisque vous avez bien compris qu'on va les sélectionner, donc c'est pas possible. Les porteurs d'EPC, qui ne, aussi pas souhaitable qu'ils candidatent, mais sinon tout le monde. Et les organismes qui sont dans le COPIL, d'ailleurs je ne sais pas de quel COPIL vous parlez, peut-être de notre COMEX, on va dire CNRS, INRAE, bah, au contraire, hein, cet appel à projet, oui, Oui. Exclusion aussi des membres du comité scientifique. et du comité scientifique, pardon. Hmm. Après, si le COPIL, c'était le comité interinstitutionnel de l'ensemble des 10 partenaires, y compris INRAE, le pilote, oui, on va bien au-delà, effectivement, de ces 10 partenaires. L'appel à Ah oui, projet oui. est ouvert à l'ensemble de la communauté scientifique. Hmm. Et il est ouvert aussi si on a répondu ou pas à l'AMI. L'AMI, c'était juste une phase voilà, de préparation, de Oui, oui. préfiguration de ce que pourrait être l'appel à projet, mais il n'était pas nécessaire d'avoir envoyé un projet à l'appel à manifestation d'intérêt pour répondre à cet appel à projet. Oui, voilà, donc c'est Oui, ça. oui, non, non, Et non, Emma et disait tous que ces gens-là, ouais. Non, 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 non. c'est bien au-delà, effectivement, de ces partenaires. Ces partenaires sont juste des représentants, en fait, de la sphère académique et des gestionnaires publics et privés au sein du PEPR. Mais ils ont aucun voilà, droit de tirage, on va dire, privilégié par rapport à l'appel à projet. Non, de manière, ce que vous qualifiez effectivement de là les conflits d'intérêts, hein, je le redis, c'est comme le disait Fanny, donc le conseil scientifique, le COMEX, donc on va dire, et puis nous, avec Christophe évidemment, puisqu'on est impliqué dans la sélection et comme on l'a dit, on va les associer à la sélection, le comité scientifique aussi et le COPIL, et le COMEX. Dans le COMEX, hein, on est pour le moment on est 5, hein, donc c'est pas, ça fait un petit nombre restreint. Et puis, on a demandé aux porteurs de PC de ne pas porter un projet, on va dire. Bon, a priori, ce ne sera pas le cas, donc c'est très bien. Voilà. Mais ça se réduit à ça, des problèmes potentiels de conflit d'intérêts. Au contraire, hein, c'est bien un appel pour l'ensemble de la communauté scientifique, on le redit. La On question peut vous de donner. Marc Ouais. Buet, peut-être, pardon. Alors, Vas-y, La, vas-y, Virginie. Ouais. la question de Marc Buet concernant le positionnement dans le PEPR par rapport au comité de sélection. Est-ce que le pourcentage de couverture des défis par les PC reflète les attentes et besoins en creux des thèmes de recherche qui seront retenus dans les futurs projets de l'EAP? Par exemple, excellence académique égale, est-ce qu'un projet ciblant le défi bioéconomie sera mieux accueilli qu'un projet alimentant le défi monitoring? Donc, la, la grille de critères, il faut qu'on la définisse avec les pilotes du PEPR, effectivement. Peut-être certains critères ont plus de poids que d'autres, mais peut-être Christophe et Arnaud, vous pouvez, on doit le faire Arnaud a ensemble, déjà hein, on doit encore répondu. l'évoluer. Ouais. Mais il a ouais, déjà non, répondu, ok. ouais, je disais que on a essayé effectivement de lisibiliser, et puis même Christophe là a commencé aussi à indiquer, je dirais, notre intention en termes de poids par rapport aux critères d'évaluation, notamment, où on a dit effectivement
que par rapport aux critères d'évaluation qui sont les critères d'évaluation classiques, hein, nous qu'on a juste repris, et vous l'avez vu, peut-être un petit peu précisé sur certains points, mais globalement, c'est des critères d'évaluation classiques, qu'on mettait effectivement un poids très fort sur le premier, sur la qualité, l'excellence scientifique, l'originalité, du projet. Effectivement, là, c'est écrit sur les critères d'évaluation de la qualité scientifique. Euh, il n'y avait rien là, on n'intervenait pas, nous, hormis, effectivement, on insiste sur le poids qu'on pense qu'il était important de mettre sur la qualité scientifique. Et sur la deuxième, et c'est pour ça que c'est ce qu'on a dit, ce que j'ai dit à Marc tout à l'heure. Et effectivement, il ne faut pas comment dire, s'empêcher de déposer un projet, hein, puisque voilà, la question de la sélection interviendra juste si on a trop de projets, qui à un moment donné, on doit choisir entre deux, comme tu le mettais dans sa question, ce critère-là qu'on a évoqué, qui est la couverture des défis, pourra être un de nos éléments d'argumentation pour en choisir un plutôt qu'un autre. Voilà. Mais on espère ne pas en Oui, arriver là. ouais, j'avais pas, désolé, j'avais pas vu que vous aviez répondu, mais juste pour préciser les choses, dans la grille de critères de sélection, que donc le comité d'évaluation qui est totalement indépendant de vous et qu'on doit mettre en place côté ANR aura à disposition, ils auront aussi ça, c'est-à-dire un critère disant en quoi le projet répond effectivement aux objectifs de l'AAP et aux différents défis. Les membres du comité d'évaluation indiqueront déjà aussi comment ces projets-là répondent enfin, moi, je voudrais que le travail soit quand même, que ce soit Mm. quand même fait par le comité d'évaluation, quoi. Mm. Comment les projets répondent Ah à ces oui. objectifs. Ouais. Et à la Mm. complémentarité par rapport au projet ciblé, ça fera partie Mm. du travail Mm, quand même du comité d'évaluation, déjà au départ. mm. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question parce qu'il n'a pas été satisfait par nos réponses ou qui veut des éléments complémentaires? Je peux vous donner la parole. Levez la main, envoyez-nous un message dans le chat. Andreas, Andreas a levé vas-y. la main. Ouais. T'es là? Non. Oui, Oui, Ah, ok, merci. À un moment, ça a été dit que on peut contacter l'ANR pour l'éligibilité d'une association, d'une entreprise Oui. pour des paiements de salaire. Euh, j'ai pas compris si ces paiements sera donc dans le cadre des prestations de 90 000 maxi ou si là on parle d'une autre catégorie, d'une catégorie d'éligibilité qui peut même peut-être apparaître comme un partenaire. En fait, certaines associations et fédérations peuvent être catégorisées comme partenaires possibles. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on vous fera remplir des documents pour déterminer si vous pouvez être éligible en tant que partenaire ou non pour cet appel à projet. Donc, vous aurez des documents sur le statut de votre association, fédération, de votre entité, un bilan de l'année précédente à nous fournir et un document qu'on vous enverra qu'il faudra également nous renvoyer signé. Une fois qu'on a l'ensemble de ces éléments, on les envoie à nos services juridiques côté ANR et le service juridique analyse ces éléments et peut dire si une association, fédération, etc. est éligible en tant que partenaire ou si elle n'est pas éligible. Voilà. en tous les cas, ça exclut a priori toutes les entreprises. Les Andreas, entreprises, ça par c'est contre, sûr. c'est fichu. Ce Les ne sont que entreprises, des structures à vocation effectivement d'intérêt général, qui peuvent être considérées, tu m'arrêtes si je me trompe, mais avec des enjeux, je dirais, de recherche, oui. de production de connaissances nouvelles en lien avec, par exemple, dans notre domaine, nous, la protection et la préservation des écosystèmes. Certaines structures associatives à vocation de conservation, de préservation, peuvent avoir des missions
dans leur mission, dans leur statut, des missions de production de connaissances ou d'appui à la production de connaissances. Et c'est à ce titre-là qu'elles peuvent potentiellement, effectivement, être éligibles. Mais ça concerne effectivement vraiment des associations à but non lucratif, hein, ça c'est certain. Donc c'est des activités à but non lucratif et dans lesquelles il y a une mission à un moment donné de production de connaissances. Ouais, ce sont les critères, je dirais, déterminants. Donc si vous cochez pas ces deux cases-là, a priori c'est déjà... Et si effectivement ces deux cases-là sont cochées, il est possible effectivement qu'elles soient éligibles au titre, mais ça ne va concerner que effectivement des associations, des activités à but non lucratif et avec des orientations à la contribution à la production de connaissances, on va dire. Tout à fait. Ouais. Et du coup, si elles sont pas effectivement éligibles, elles sont considérées comme prestataires. Oui. Prestataires, bon, il me semble, avec trois niveaux de prestation. Le premier, c'est la prestation libre sans mise en concurrence, quand la prestation est inférieure à 40 000 euros. Oui. Le deuxième, c'est quand la prestation est comprise entre 40 et 90 000 euros. C'est une procédure adaptée de mise en concurrence. Oui. Et ensuite, on passe à supérieur à 90 000 euros, là avec une mise en concurrence avec publicité obligatoire au bulletin officiel des marchés. Oui, tout à fait. Donc on est en gros pour l'ensemble voilà, des partenaires académiques que vous êtes là, que vous représentez dans c'est ce cadre, en fait, du respect du code des marchés publics pour les prestations. Donc ça, c'est connu de vos collègues qui font l'ingénierie de projet au sein de vos établissements. La procédure dont vous avez parlé pour évaluer l'éligibilité d'une association, ça met combien de temps? Euh, J'allais dire, il n'y a pas de délai précis, mais ça peut être assez rapide, hein. Une fois que moi j'ai les documents, Ouais, l'ensemble des documents, si on me les renvoie bien, en 2 semaines, on peut avoir une réponse du service juridique. ok, d'accord, merci. Donc, je vous encourage à vous y prendre un petit peu à l'avance quand même, Ouais, parce qu'on n'est pas à l'abri de congés ou autre au niveau du service juridique, hmm, et que voilà, ça prenne quelques jours de plus. ok, merci beaucoup. Facturation interne Oui, plateforme. sur les plateformes analytiques, par exemple. Est-ce que c'est accepté lorsque la plateforme n'est pas partenaire? Je crois pas, il faut qu'elle soit partenaire pour que la facture soit acceptée. Ça, c'est un peu classique. Oui. C'est ça. Donc oui, on vous incite, si vous avez des prestations à faire, bah, tout simplement les positionner en tant que partenaires s'ils sont dans la sphère académique, ces collègues, ces unités. Pas de raison. Euh, donc oui, donc là j'ai répondu à Marie-Amélie là sur les limites de 90 000 euros. Non, on peut, c'est pas un plafond de verre, hein, le 90 000 euros. Vous avez compris, il suffit de respecter le code des marchés publics. Euh, Pendant que vous réfléchissez aux dernières questions, moi je vais mettre à l'écran celles qu'on nous a posées, en fait, pour voir si un peu on a répondu à tout. Euh, donc Je te laisse on a, faire. Ouais. ouais, je les mets. L'éligibilité des écoles de commerce. Alors, je crois que c'est au cas par cas, n'est-ce pas, Cassandra? Oui, tout à Pareil, fait. les écoles de management et commerce, c'est du cas par cas. Donc, Oui, Mais il y a déjà des listes. Alors, l'avantage, c'est que ça peut aller un petit peu plus vite, parce que oui, je sais qu'il y a l'ANR garde la mémoire. Donc, en fonction de l'ensemble des projets PEPR qui ont été soumis, elle garde la mémoire de ceux qui sont éligibles sans réétudier tous les dossiers. Donc, si voilà. vous avez une question sur une école particulière, c'est pareil, vous pouvez avoir une réponse peut-être assez rapidement, si je me trompe pas, Oui. Cassandra. Oui, oui, tout à fait. Par contre, je veux juste préciser que bah, les établissements, si vous savez que votre établissement a été catégorisé par l'ANR, mais avant 2023, dans ce cas-là, il faudra refaire la procédure de catégorisation parce que les règles ont changé en 2023, et donc on doit confirmer ce qui avait été dit avant. Donc,
si vous faites partie de ces établissements qui avaient besoin d'une catégorisation et qui l'ont fait avant 2023, revenez vers nous aussi. Mm. Mais sinon, Donc, reviendrez vers moi. ouais. Et donc, à l'écran, quelques questions. Qu'est-il attendu en termes d'articulation vis-à-vis des autres initiatives sur les socio-écosystèmes forestiers? Donc là, notre réponse était qu'effectivement, donc il n'y avait euh, aucun souhait d'hégémonie du PEPR Forest par rapport aux enjeux et aux questions de recherche posées par les enjeux de la résilience des socio-écosystèmes forestiers. Bon, vous avez vu qu'il y a plein d'appels à projets possibles, au-delà même de l'appel à projet générique de l'ANR, qui peut répondre à certaines de vos interrogations et des questions que vous vous posez, avec des ambitions peut-être moindres d'un point de vue financier, mais bon, ils sont là. Sinon, les appels à projets ADEME, régionaux, les autres initiatives universitaires ou internationales de type One Forest Vision, par exemple, sont effectivement toujours disponibles. Bon, si on peut quand même, en termes d'argumentation, détailler comment soit le PEPR il est articulé à ces initiatives, soit vice-versa, quand vous répondez aux autres initiatives, comment vous l'articulez au PEPR, je pense que c'est toujours un point positif. Donc, on avait des questions, on a répondu sur les frais de gestion. Qui récupère les frais de gestion? On a eu cette question. Bon, c'est les établissements partenaires du projet, par prorata du budget de chaque partenaire. Après, ce qu'ils en font, ben, ça regarde chaque établissement. Donc là, nous, on ne connaît pas forcément les règles de tous les établissements. Combien de projets seront financés? Ben, vu l'enveloppe entre 10 et 15, et malheureusement, il n'y aura qu'un appel à projet puisque on a été, on a subi, on va dire, une érosion budgétaire de 10 millions d'euros qui nous aurait permis de financer un second appel à projet, ce qu'on en avait prévu initialement. Bon, voilà, c'est comme ça. Conditionnalité, donc ça j'en ai parlé, il n'est pas nécessaire d'avoir répondu à l'AMI pour répondre à l'appel à projet. Est-ce qu'il peut y avoir deux coporteurs pour un projet soumis au PEPR? Non, hein, c'est un porteur ou une porteuse voilà, du projet. Quelle est la taille min-max d'un consortium? Mine, mais on peut répondre, hein, c'est dans le document scientifique, c'est 3 entités de recherche, donc sens laboratoire, unité, quoi, hein, de 2 établissements différents. Et Max, bon, ben voilà, Max, à part vous dire qu'il y a un impératif de. Quoi, nous, on s'est fixé un impératif de structuration de communauté autour de questions de recherche définies. Et puis, modulo qu'un volant financier soit compatible avec votre ambition de fédérer une communauté, ben, vous voyez le nombre de maximum et modulo les partenaires épiques voilà, qui sont appliqués dans votre projet et qui sont bienvenus, évidemment. Alors, quid de la composition du jury et des auditions? Bon, le choix des experts, hein, vous l'avez compris, c'est l'ANR qui s'en occupe. On aura connaissance de la composition du jury, effectivement, à la fin du processus. Les auditions, alors c'est le jury, il est vraiment la souverain, nous on n'intervient pas. Il a cette possibilité et en fonction du nombre de projets, j'imagine qu'il peut être amené à auditionner par exemple les projets qu'il a cassés B+, par rapport au projet A. Pour être sûr voilà, de la façon dont il évalue sa qualité scientifique, la qualité du consortium. Voilà, donc, en tout cas, il a cette possibilité-là, et donc vous le saurez au moment voulu, quoi, s'il y a une audition. Prérequis géographique ou de partenariat. Donc voilà, donc c'est un projet national, hein, donc c'est métropole et territoire ultramarin. Les partenaires académiques étrangers sont bienvenus, mais sans apport financier. Mais on rappelle les mobilités.
Le partenariat, il n'y a aucun prérequis sur les établissements partenaires, hein, donc voilà, du moment qu'ils sont éligibles, ils peuvent être partenaires d'un projet. Euh, bon, voilà. Oui, j'ai eu des questions aussi sur est-ce que les laboratoires ou les réseaux internationaux sont bienvenus ou pas. Bon, il n'y a évidemment aucun problème, aucune contrainte d'adosser des partenaires étrangers, au contraire, qui sont déjà fédérés au sein de LIA ou RIA, quoi. Éligibilité des prestations à l'étranger ou même au-delà, hein, des prestations tout simplement. Donc là, vous connaissez le code des marchés publics par cœur. Pouvons-nous recruter une thèse CIF dans le cadre du projet? Ben oui, justement, un partenaire non éligible peut apporter, je sais pas, des terrains, des données, une capacité financière, même si on ne demande pas d'autofinancement, hein, il n'est pas requis un autofinancement pour ces projets, peut être intéressé pour co-construire une question de recherche et la faire vivre dans un contrat CIF ou dans un contrat, un dispositif COFRA pour ce qui concerne l'action publique. Bon, ça, c'est des possibilités, hein. Voilà, c'est quelques questions qui nous sont retournées, donc on voulait quand même vous en faire part parce que les réponses peuvent être utiles. Est-ce qu'il y a des choses complémentaires qui sont arrivées? Sinon, je pense qu'on va pouvoir nous quitter. Oui, il y a quelques Euh, questions complémentaires. Quelques questions, je suis en train d'essayer de répondre un petit peu. Alors, on a dit effectivement que pouvaient être éligibles certaines organisations environnementales, certaines ONG ou structures associatives qui sont orientées sur un peu de la production de connaissances, etc. Est-ce qu'elles peuvent être porteurs? Peut-être qu'administrativement c'est faisable. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Parce que ben, il va y avoir une évaluation effectivement de la cohérence en termes d'enjeux de structuration de communauté scientifique, etc. Je suis pas sûr que ce soit le rôle d'une ONG environnementale de porter, de structurer une question scientifique. Donc c'est très bien si elle peut être partenaire, mais effectivement, je ne suis pas certain que ce soit une configuration souhaitable d'un portage scientifique. Voilà. Mais encore une fois, euh, je pense, Cassandra, que ça n'est pas rédhibitoire. Si elle est éligible, elle peut être porteuse. Oui. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, c'est pas rédhibitoire du tout. Mais bon, à réfléchir si c'est opportun et pertinent de votre côté. Euh, Est-ce que. Donc, j'étais en train de répondre, mais je l'ai perdu. Est-ce qu'il est possible d'étudier, d'avoir un travail sur des écosystèmes pastoraux en complémentarité d'écosystèmes forestiers? Encore une fois, si vous justifiez de la complémentarité, oui, oui, bien évidemment. Euh, Est intéressé pour accueillir donc un message effectivement du département de l'Ardèche qui est intéressé pour porter et être un espace de déploiement de travaux scientifiques dans le cadre d'un possible Living Lab. Donc, merci pour cette proposition, Monsieur Sautière, Christophe Sautière. Est-ce que les territoires outre-mer ne disposant pas d'une institution de recherche peuvent être inclus comme tels dans le programme, sans être issus d'une mobilité? Euh, alors, il ne s'agit pas des territoires. Alors, comment dire? Il faut qu'il y ait un institut de recherche. Après, quel que soit où il est positionné, si c'est un institut de recherche français, il est éligible. Voilà. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Euh, Est-ce que les territoires outre-mer ne disposent pas? Oui, il ouais, faut que le partenaire soit éligible, hein. Il n'a pas il faut que besoin d'être effectivement institutionnel de la recherche. Hmm. Euh, donc après, il faut vérifier l'éligibilité avec Cassandra, mais oui. Et la question quand même des mobilités ultramarines, Fanny, on s'est posé la question, hein, pour pas, parce qu'entre entrant et sortant, finalement, c'est un peu ambigu. Ben, on sort et on rentre, hein, quand on va dans un territoire ultramarin, mais on reste en national, quoi. Dans le texte de l'appel à projet tel qu'on est en train de le préparer, on a conçu trois critères, soit mobilité sortante du territoire français, soit mobilité entrante vers un territoire français, donc métropole ou ultramarin, et soit mobilité ultramarine, donc entre C'est ça.
territoire ultramarin et la métropole, ou entre territoires ultramarins. Mais sachant qu'on rappelle que les territoires ultramarins ne sont pas considérés a priori dans l'idée que ce sont des territoires étrangers, on est bien d'accord. Ce sont des territoires français. Voilà. Tous les territoires ultramarins. Donc ils sont tous concernés au même titre par tout ce qu'on a dit. C'est pas parce qu'il y a une distance géographique, leur statut et reste un statut pour les structures qui sont sur place dans ces pays-là, enfin dans ces pays-là, pardon, dans ces zones-là, Territoire. excusez-moi, dans ces zones-là, ce sont des territoires, c'est considéré comme du territoire français et donc des établissements français, donc ils sont éligibles. Par rapport à ce critère d'éligibilité sur, voilà, ça ne tient pas. Tout ce qu'on a dit tient pour l'ensemble du territoire français, quel que soit son lieu géographique. Ils sont Au même bienvenus, Pardon, effectivement. Au même titre que Dunkerque, par exemple, qui est très très éloigné du sud, par exemple. Oui, Dunkerque. Je suis dunkerquois, Virginie, alors fais attention à ce que tu dis aux Dunkerquois. Oui. Sinon, je t'inviterai pas au carnaval de Dunkerque. Mais pour compléter la réponse pour Christophe Sautière, on peut effectivement et on va donner à connaissance du porteur du réseau des Living Labs, du projet ciblé concerné, sa proposition. Donc voilà, pour juste compléter ce qu'on a dit sur cette proposition pour l'Ardèche. Alors, j'ai une question sur la cifre. Une association, pour moi, une association, enfin une structure, elle est soit éligible au CIFRE, soit à l'ANR, mais elle peut pas être deux. Je me trompe, Cassandra? Ben, je vous avoue que ça, je sais pas du tout. Et moi, je pense que si on est éligible à une bourse au CIFRE, on n'est pas éligible à l'ANR. Je vais demander. Virginie, Je vais Je je demander. vois que je tu sais as pas parce qu'il y a l'air, des collectivités territoriales peuvent être éligibles à la CIFRE, par exemple. mais pas à Je sais pas que les l'ANR. entreprises privées, par exemple. Mais Non, je je sais sais, pas mais si c'est si effectivement ça faudrait demander Je vais parce que demander. le CIFRE ça c'est quand même bien étendu donc faut regarder. C'est pas Mm. forcément antinomique quoi. Ouais, faut qu'on se renseigne Cassandra Je vais me renseigner, parce oui, que oui. ok. oui, moi je dirais qu'a priori c'est l'un ou l'autre, mais voilà, à confirmer. Grossièrement oui, mais Mais- il faut qu'on vérifie quand même. Ouais, on ne sait jamais. Est-ce qu'on sera en capacité, Fanny Arnaud, d'écrire l'ensemble des réponses aux questions dans une FAQ qu'on Oui, tout à publiera fait. sur le site web? Oui, oui, on va essayer. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc comme bon, là, il y a le temps, hein, jusque fin janvier, je pense que ça vaut le coup Mmh. On va mettre ça que la tout le semaine monde puisse prochaine. bénéficier de cet échange, quoi. Ouais. Donc on fera ça aussi. Oui, puis on affinera nos réponses parce que je vous ai parlé et en même temps répondre à deux chats en même temps. Bon, il y a peut-être des réponses qu'on a déjà écrites qui sont un peu approximatives. Ça nous permettra de les relire et de vous apporter des choses. Hmm. Bon, Voilà. on en reste là. Merci beaucoup pour avoir participé. N'hésitez pas à contacter soit les porteurs du PEPR, soit l'ANR pour des questions à la fois scientifiques et de l'autre côté administratives financières. Et ben, on vous souhaite bon courage pour Bon la courage à suite. tous. Ouais, et Et merci Virginie et Cassandra pour votre ouais, aide. merci beaucoup Merci à d'avoir vous été surtout. présente. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, Merci. au revoir.